Merci, Monsieur le Président. Merci. Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Directeur, le ministre algérien de la Défense a déploré le versement d'une importante rançon au profit des groupes terroristes en échange de la libération de 3 otages. Les autorités algériennes ont aussi déjà critiqué ce qu'ils ont appelé des pratiques inadmissibles entravant les efforts de lutte contre le terrorisme et ses sources de financement. Plus de 5100 militaires sont déployés au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane. Les bases françaises subissent des tirs de roquettes. Le chef d'état-major des armées a indiqué à plusieurs reprises que la guerre serait très longue au Sahel, sans doute plus de 20 ans. Autant dire sans fin. De plus, les opérations militaires ne permettront jamais à elles seules de gagner le soutien des populations. Ce qui s'est passé au Mali avec la libération des 200 prisonniers ou encore au Niger avec l'exécution de 6 jeunes bénévoles nous le démontre cruellement. La politique dite du scalp, celle de l'élimination des chefs de guerre, si elle permet de communiquer, ne résout aucun problème structurel. Les chefs sont immédiatement remplacés par d'autres chefs. Des représailles sont menées, nécessitant l'engagement des moyens toujours plus coûteux pour parvenir à ces éliminations. Cela fait peser des menaces de plus en plus fortes sur nos militaires et sur nos ressortissants. Enfin, au Mali, parmi les prisonniers, il y avait des djihadistes terroristes combattants, mais aussi beaucoup de villageois qui avaient aidé ponctuellement, en fournissant de l'eau, de l'essence, une moto ou un service. Ils l'ont fait la plupart du temps pour vivre en sécurité, sans réponse aux besoins des populations, sans assurer leur protection. Nous restons impuissants face à ceux qui défendent un autre modèle de société que le nôtre, mais qui apportent des réponses aux besoins essentiels et vitaux sur le terrain. On reproduit la stratégie adoptée en Afghanistan, qui a tragiquement échoué. Des centaines de millions dépensés, des dizaines de milliers de soldats morts. Nous laissons un champ de ruines et aucune solution politique qui tienne la route là-bas. Nous repoussons toujours plus loin la réforme de l'aide au développement, sa gouvernance et l'augmentation des moyens qui devraient lui être consacrés. Alors comment reprocher à l'armée malienne et au peuple malien d'avoir pris son destin en main? Il n'y a eu aucun mort, aucune effusion de sang, vous l'avez rappelé, et la mise en place d'un conseil de transition intégrant les forces politiques du pays. La France a condamné et a évoqué la mise en parenthèse de la démocratie pendant cette période. Je vous cite, Monsieur le Directeur. Nous soutenons les dirigeants qui confisquent le pouvoir et les ressources. Le président de la République a personnellement félicité le dirigeant de la Côte d'Ivoire pour sa réélection, alors que nous savons que l'abstention a atteint des taux records et que ce 3e mandat est inconstitutionnel. Nous sommes dans ce cas incapables d'estimer inacceptable un coup d'État civil qui continue de faire des morts et dont les conséquences sont devant nous. Nous avions pourtant à juste titre été capables de le faire pour Loukachenko en Géorgie. Nous sommes incapables de dénoncer l'horrible décapitation de ce jeune Malien Toussaint qui était venu là pour manifester, pour exercer son droit à la liberté d'expression et d'opinion. Une décapitation est considérée comme un acte barbare dans un pays, mais dans l'autre, il doit tout simplement être passé sous silence pour permettre d'ouvrir le dialogue. Ne pensez-vous pas que ce silence, accompagné de félicitations, d'un chèque en blanc fait par le président français Alassane Ouattara, réélu au mépris de la Constitution, ne va pas nourrir un immense ressentiment vis-à-vis de la France, notamment chez les jeunes Ivoiriens? Le ministre des Affaires étrangères français choisit de son côté ce moment pour se rendre au Niger, en pleine campagne électorale, et déclarer avant même la tenue des élections de décembre qu'elles seront nécessairement exemplaires pour toute l'Afrique. Du simple fait qu'il n'y aurait pas de 3e mandat inconstitutionnel. 2 poids, 2 mesures donc, et immédiatement après, l'invalidation du principal opposant, qui remplissait pourtant les stades, et alors même que la constitution du fichier électoral est contestée auprès de l'OIF. Nous nous positionnons en fonction des émotions du moment, en fonction des intérêts du moment, comme en Méditerranée orientale, où nous dénonçons les comportements de la Turquie, mais où, sans état d'âme, nous signons des contrats d'armement avec l'Égypte, dont le régime est entre les mains des frères musulmans. Nous envoyons ainsi des messages incohérents et nous passons notre temps à déplorer les conséquences de nos propres comportements. Ma question est la suivante. J'ai eu le sentiment d'un véritable optimisme, mais aussi d'une forme peut-être de déconnexion, sans être désobligeante. D'un côté, nous prétendons lutter contre le terrorisme et les flux migratoires, mais de l'autre, nous pratiquons une réelle politique et une conception à la carte de notre conception de la démocratie. Ma question donc est assez directe. Allons-nous enfin changer profondément de logiciel et cesser donc d'avoir à déplorer les conséquences de nos propres actes? Merci.